commercialisation à ce webinaire. Je viens juste d'activer l'enregistrement. Je vais vous partager mon écran pour vous présenter quelques slides. Donc, l'idée, donc ce webinaire, donc je vais vous faire une présentation qui va durer une vingtaine de minutes. Et puis, je répondrai à vos questions ensuite. Voilà, donc si vous avez des questions pendant que je fais mon exposé, n'hésitez pas à les poser dans la fenêtre de questions et réponses et j'y répondrai à la fin. Voilà, donc le sujet du jour, c'est la stratégie de commercialisation du SaaS. Je vais me mettre en mode présentation. Voilà. Donc l'agenda, les sujets que je vais couvrir, c'est d'abord les objectifs. Je vais revenir, c'est un peu une introduction du modèle SaaS pour un éditeur. Et c'est surtout pour les éditeurs historiques qui viennent du modèle on-premise. Les différences entre logiciel et SaaS, un exemple de proposition de valeur SaaS, deux exemples de proposition de valeur SaaS, les routes to market du SaaS, la stratégie de commercialisation, des exemples de stratégie de commercialisation et enfin, on finira par les questions-réponses. Alors, très rapidement, quels sont les objectifs pour un éditeur d'aller vers ce modèle SaaS? C'est de favoriser l'accès à son marché en diminuant l'effort de vente par rapport avec l'apport de valeur supplémentaire et de simplicité d'accès à ces produits. C'est d'accéder à de nouveaux marchés, notamment sur des nouveaux segments, généralement. Donc, avec le SaaS, on peut se permettre d'accéder à des segments d'entreprises de plus petite taille, par exemple. Pourquoi? Parce que l'investissement de départ est moindre. Et puis aussi, le SaaS facilite l'accès à l'international. Pourquoi? Parce que l'intégration du logiciel dans un système d'information est moindre et donc ça favorise l'accès à l'international sans forcément avoir besoin de filiales ou de succursales, voire même d'intégrateurs dans certains cas. C'est également avoir plus de flexibilité, d'agilité pour s'adapter aux évolutions des demandes du marché et aux concurrents. Une offre SaaS, à partir du moment où elle est bien construite sur une architecture, on peut la faire évoluer plus facilement qu'un logiciel on-premise. Et puis, c'est enfin une partie, augmenter la partie récurrente de son revenu et du coup, la valorisation de l'éditeur. Je rappelle que dans les modèles, je constate trois modèles. Le modèle on-premise, qui est un logiciel qui est installé dans le système d'information du client. Le modèle ASP, qui, lui, est toujours ce même logiciel, mais hébergé par l'éditeur et incluant la maintenance et le support. ASP voulant dire Application Service Provider. Et le modèle SaaS, qui est un service numérique. Je fais la différence entre les deux, parce qu'il y a une vraie différence au niveau de la proposition de valeur entre les deux, ce que je vais traiter maintenant. Le modèle SaaS se caractérise par une proposition de valeur avec des composantes dans cette proposition de valeur qui sont seulement possibles en SaaS. Et c'est notamment pour les éditeurs sectoriels. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un éditeur sectoriel? C'est un éditeur qui adresse un secteur d'activité. Par exemple, un éditeur qui va faire un logiciel métier, un ERP pour un secteur d'activité extrêmement précis. Mais c'est aussi un éditeur sectoriel qui adresse un métier. Par exemple, le CRM pour le métier du commercial, les outils de marketing automation pour le métier marketing. Et donc, pour ces éditeurs sectoriels, une proposition de valeur SaaS va amener des services métiers, notamment qui vont être apportés par la donnée que va intégrer et maintenir l'éditeur dans son application. Je vais donner des exemples pour éclairer ces points de vue. Et puis pour les éditeurs plus horizontaux, qui lui ont une proposition basée sur leur expertise technologique, c'est des technologies innovantes. C'est des technologies innovantes, notamment apportées par l'IA. Alors, je ne veux pas dire que les éditeurs sectoriels ne font pas d'IA. Ils peuvent faire de l'IA aussi, bien sûr, mais les éditeurs horizontaux, eux, vraiment travaillent la partie technologique et des technologies innovantes.
Il se caractérise aussi par une architecture d'application rendant possible ces éléments de valeur SaaS et favorisant la scalabilité, mais aussi l'onboarding, la rapidité de l'onboarding, la rapidité pour percevoir la proposition de valeur. Quand je parle d'architecture d'application, je parle bien sûr à des architectures qu'on appelle des architectures horizontales, en microservices, plutôt que des architectures verticales où on a une base de données bien séparée par client. Également, un processus de développement agile permettant des mises à jour fréquentes. Les applications SaaS nécessitent des mises à jour fréquentes, notamment pour mettre à jour ces données qu'on intègre et qu'on maintient, mais aussi les fonctionnalités. Un business model et une offre packagée basée sur l'usage, faciliter la vente et réduire la durée du cycle de vente. Donc ça, c'est un sujet qu'on va traiter juste après. L'idée vraiment du business model SaaS, c'est de rentrer et de mettre un premier pas chez un client avec une proposition de valeur qui est plutôt étroite, qui bien sûr apporte de la valeur, mais nécessite un investissement moindre de façon à mettre un premier pas et donc à réduire la durée du cycle de vente. Des routes to market et un processus de vente adapté au modèle SaaS, ça aussi c'est un sujet que je vais traiter juste après. Et puis un autre élément qui caractérise le modèle SaaS, c'est un processus relation client, et c'est le processus de Customer Success ou Customer Success Management avec une dimension commerciale qui va avoir pour objectif de limiter le churn et de travailler l'upsell, c'est-à-dire d'essayer d'élargir notre périmètre d'action chez ses clients. Voilà un peu les caractéristiques essentielles du modèle SaaS. Et donc, un premier exemple de proposition de valeur SaaS et donc là, on est vraiment sur une application sectorielle, centrée sur un métier qui est le métier de la finance. Et cet exemple, c'est une application d'optimisation de la masse salariale pour les organisations publiques territoriales. Donc l'idée, c'est de prendre en input les bulletins de salaire et de montrer un certain nombre d'indicateurs de la masse salariale, sachant que pour les organisations publiques, le traitement de la masse salariale est un peu particulier et assez différent de ce qu'on peut trouver dans le privé. Et donc, la première valeur, c'est des valeurs de simulation de l'évolution de sa masse salariale dans le temps et des simulations d'un certain nombre d'indicateurs qui font sa masse salariale. Mais qu'est-ce que cet éditeur rajoute dans cette application? C'est ce qu'il appelle son observatoire des salaires du public territorial, dans lequel qui va nourrir, donc ce sont des données, qui va nourrir de données agrégées de ses clients, mais qui va nourrir de données mises à jour aussi par l'éditeur. Et ça va lui permettre des propositions de valeur de benchmark. Par exemple, il va être capable de dire à une mairie de 30 000 habitants, sur cet indicateur, toi, tu te situes là, mais sache que les mairies comparables, c'est-à-dire entre 15 et 50 000 habitants, se situent à ce niveau. Et aussi, les données vont lui permettre d'aider à la décision. Toujours sur cet indicateur, toi, tu te situes là, tu peux arriver à ce niveau-là, et voilà ce qu'il faut que tu fasses pour pouvoir y arriver. Voilà, donc ça, c'est une vraie proposition de valeur SaaS qui amène des services métiers dans le temps, Un autre exemple, et là plutôt centré sur l'offre, c'est l'exemple d'une application qui est là pour garantir la conformité des fournisseurs. Toute entreprise est comptable de la conformité des fournisseurs qu'elle sollicite, avec qui elle travaille. Et il y a un premier niveau de conformité qui est une obligation légale et qui consiste à avoir au moins 3 documents à jour de tous ces fournisseurs, et c'est l'ESRECABIS, c'est la déclaration, l'attestation de URSSAF, et le troisième, c'est sur les emplois étrangers à l'intérieur de cette entreprise fournisseur. Et puis, après, il y a des garanties de conformité fournisseurs qui vont au-delà de cette obligation légale sur des secteurs d'activité précis par rapport à des fournisseurs de produits bien précis. Et donc, là, le packaging et le pricing model, c'est en fonction du nombre de fournisseurs et du niveau de garantie. Le packaging est en fonction du niveau de garantie. Le premier niveau et le premier package, la première offre, c'est la conformité légale, c'est l'obligation légale, c'est-à-dire avoir ces 3 documents. Et puis, derrière,
les autres packages proposent des niveaux de garantie plus élevés. Et le pricing est en fonction du nombre de fournisseurs que va avoir le client de cette entreprise. Donc ça va favoriser la décision d'achat parce qu'on est vraiment centré sur l'usage. La donnée base fournisseur facilite la vente. Ben oui, cette entreprise, comme elle est déjà pas mal installée, cet éditeur, comme il est pas mal installé, dans sa base de données de fournisseurs, il a tout un tas. C'est-à-dire quand un nouveau client vient et importe la liste de ses fournisseurs, il va pouvoir déjà mettre à disposition tous les documents de conformité d'une partie importante de ses fournisseurs grâce à sa base de données fournisseurs. C'est-à-dire qu'il va avoir ces 3 documents d'obligation légale pour au moins 70% des fournisseurs de ce nouveau client. Et donc ça fait un peu l'effet waouh quand dans la phase de démonstration ou d'onboarding, ça fait un peu l'effet waouh parce qu'on voit de suite qu'on va pouvoir suivre sans rien faire la conformité d'une partie importante de ses fournisseurs. Et on a une capacité d'upsell sur le nombre de fournisseurs et un niveau de garantie rôle CSM. Pour la petite histoire, dans son évolution du on-premise vers le SaaS sur cet éditeur, l'idée de départ des commerciaux, c'était de vendre et d'adresser tous les fournisseurs d'un client dès la première vente. Ici, avec le modèle SaaS, on peut y aller petit à petit. Pourquoi? Parce que c'est compliqué d'avoir une liste de tous les fournisseurs d'une entreprise. Si cette entreprise est importante et structurée, il faut questionner tout un tas de personnes à l'intérieur de l'entreprise pour avoir cette liste de fournisseurs. Là, on y va petit à petit. C'est-à-dire que le modèle de pricing permet de rentrer d'abord un certain volume de fournisseurs et de les ajouter petit à petit. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième exemple d'offre SaaS pour montrer un peu cette histoire de packaging. Maintenant, j'en viens au route-to-market du SaaS. Les route-to-market du SaaS, pour ces éditeurs horizontaux qui sont sur une expertise technologique, qui s'adressent à tous les secteurs d'activité, tous les métiers, les deux route-to-market principaux, c'est la vente directe, vendre directement au end-user, et puis c'est les partenariats technologiques. Partenariats technologiques avec notamment d'autres éditeurs de logiciels sectoriels qui vont intégrer cette technologie à l'intérieur de leur éditeur, à l'intérieur de leur logiciel sectoriel, et qui vont vendre cet ensemble. Et de plus en plus, sur les éditeurs sectoriels, on a une volonté d'aller intégrer des technologies d'éditeurs horizontaux parce qu'on n'a pas comme ça à tout développer et le SaaS s'y prête à ça. Qu'est-ce que ça nécessite, ces partenariats technologiques? Ça nécessite des capacités d'intégration importantes, des API qui permettent d'accéder aux fonctionnalités en dehors de l'interface graphique. Et puis les éditeurs sectoriels, c'est en premier lieu bien sûr la vente directe, mais c'est aussi, ça peut être dans certains cas, des partenariats commerciaux avec des sociétés non informatiques. Par exemple, les éditeurs de marketing automation vont passer des partenariats avec des agences de communication pour distribuer ces logiciels. Mais le premier canal de vente des éditeurs sectoriels, c'est souvent la vente directe. Vous remarquez que je ne parle pas de partenariats commerciaux avec des sociétés de type intégrateur. Pourquoi? Parce que avec le SaaS, ces intégrateurs ont beaucoup moins de valeur ajoutée. Leur valeur ajoutée principale, c'était la proximité des clients. Aujourd'hui, ils ont beaucoup moins de valeur ajoutée. Maintenant, je vais faire un peu le focus sur la stratégie de commercialisation en direct. Qu'est-ce que c'est qu'une stratégie de commercialisation? C'est, entre autres, arriver à définir un packaging de l'offre pour en faciliter la vente et réduire la durée du cycle de vente. Donc, c'est ce que j'ai dit un peu auparavant. Mais ce packaging permet aussi d'adapter son offre à différents segments de clients. C'est-à-dire qu'on peut avoir un package pour tel segment de sa cible, un autre, etc. Pour cela, le premier package devra nécessiter un investissement limité en argent et en temps. Pourquoi? Parce que c'est cet investissement en temps, en personnes à convaincre, en nombre de personnes à convaincre, mais également en argent, qui fait que le cycle de vente d'un logiciel est très long. Et donc, c'est en diminuant, en essayant de réfléchir à son packaging de façon à diminuer cet investissement qu'on va réduire le cycle de vente.
tout en amenant une valeur perçue importante, bien évidemment. Il faut amener de la valeur. Et derrière, un processus de vente upsell, et ça, c'est le rôle chez les éditeurs SaaS de cette fonction Customer Success, devra être défini pour amener le client à acheter une offre plus large. Cette réflexion nous conduit vers une stratégie de commercialisation qu'on appelle product-led, c'est-à-dire driver, conduite par le produit et par le packaging de son produit. C'est ça, une stratégie de commercialisation en SaaS. C'est drivé par le produit. Contrairement à une stratégie de commercialisation d'un logiciel on-premise, où là, c'est drivé par les commerciaux. C'est le talent des commerciaux qui fait la différence et on essaie de vendre le plus large possible d'entrée, ce qui n'est pas le cas en SaaS. Des exemples de packaging, ben voilà, une offre, ça c'est une offre de CE externalisée. Donc première offre où on amène de la valeur, c'est-à-dire que l'idée c'est de vendre à un chef d'entreprise d'une TPE-PME de moins de 50 salariés des choses qui vont donner du pouvoir d'achat à ses salariés pour augmenter le pouvoir d'achat. Et donc là, ils accèdent à une billetterie à tarif CE, des bons d'achat remisés, etc., etc. Donc, on propose une offre nécessitant un investissement en argent et en temps moindre pour faciliter la prise de décision. Là, on est en fonction du nombre de salariés, donc le prix affiché, c'est je ne sais plus combien de salariés, mais peu importe. C'est sans engagement dans le temps. Et derrière, on a le bouton « C'est parti », on crée le compte directement. Voilà. Donc, c'est un investissement qui est bas. Ce n'est pas gratuit, mais c'est un investissement qui est bas en termes de temps et en termes d'argent. Pourquoi? Parce qu'arriver à comprendre comment fonctionne l'application pour arriver à cette billetterie à tarif CE, c'est assez bon d'achat remisé, c'est très simple. Quand on est sur l'application, on comprend de suite la valeur que ça amène. Et puis, une deuxième offre qui a été appelée énergique, là, c'est pour une marque employeur forte. Et là, on va sur des choses qui sont un peu plus difficiles à intégrer, c'est-à-dire un réseau social d'entreprise et des annuaires salariés et membres. C'est-à-dire que là, ça nécessite un peu plus de travail d'intégration. Il faut importer les salariés, il faut former les gens à l'utilisation, etc., etc. Voilà. Voilà un peu ce premier exemple. Un deuxième exemple d'une stratégie de commercialisation, qui est l'exemple du freemium. Le freemium, c'est quoi? On propose un premier package de son application gratuitement sans limitation de durée. L'exemple que je vous montre là, c'est des exemples de routeurs d'email, d'applications de routage d'email. Donc, ce freemium est applicable sur des marchés plutôt matures, c'est-à-dire qu'il faut que tout seul, l'utilisateur ait capacité à comprendre la valeur de ce qui va lui être amené. Donc, ça concerne plutôt les marchés matures plutôt que les marchés d'innovation, où là, c'est plus difficile à comprendre. Il nécessite une cible large, car une partie importante de la cible va se contenter de la version gratuite, c'est-à-dire, voilà. Le passage de la version gratuite vers la version payante doit comporter des éléments tangibles, pas uniquement, il y a des éléments fonctionnels qui ne sont pas tangibles, mais là, il y a des éléments tangibles. Et là, ça se fait sur le nombre d'emails qu'on peut envoyer. Donc là, sur la version gratuite, on peut envoyer que 300 emails par jour. Sur la version payante, on peut envoyer un certain nombre d'emails. Après, il y a plusieurs tarifs en fonction du volume, mais il y a une barrière tangible. Ce qu'il faut faire attention là-dedans, parce que j'ai constaté avec mes clients que les utilisateurs, la cible de la version gratuite correspond à la cible de la version payante. Des fois, on peut faire, si on veut, j'ai vu les cas où la cible, c'était vraiment des entreprises, donc du B2B, et que les utilisateurs gratuits, c'était que les particuliers. Voilà. Et donc, ce n'est pas la même cible. Donc, le modèle freemium ne fonctionne pas dans ce cas-là. C'est-à-dire qu'il faut avoir capacité. L'idée du modèle freemium, c'est de faire évoluer un certain nombre d'utilisateurs gratuits vers des versions payantes. Un autre exemple de stratégie de commercialisation, c'est la période d'essai gratuite. Là, la période d'essai gratuite, c'est une période d'essai d'une application gratuite pendant un temps limité. Voilà. Et là, en l'occurrence, dans l'exemple que je vous montre, qui est une application de CRM qui va un peu plus loin, c'est un essai gratuit pendant 14 jours.
aucune carte de crédit requise. Là aussi, donc, on essaie de minimiser l'effort, hein, et donc on n'a pas de carte bancaire à mettre. La durée de la période d'essai doit permettre à l'utilisateur de comprendre la valeur dans son contexte. Hein. On peut avoir des durées de période d'essai dans ce modèle, dans cette stratégie de commercialisation qui peuvent être variables, de 7 jours, 1 mois, voire 2 mois. Mais cette période d'essai la durée de cette période d'essai doit permettre à voir le résultat, hein, c'est-à-dire à comprendre la valeur dans son contexte. Souvent, un accompagnement est nécessaire pendant la période d'essai, hein, c'est-à-dire qu'un accompagnement commercial et fonctionnel et technique, c'est-à-dire que pendant cette période d'essai, il faut rentrer en contact avec le client pour comprendre quels objectifs il cherche à atteindre et essayer de voir un peu qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir atteindre ces objectifs. C'est un modèle qui, lui, est plus adapté aussi, comme le modèle freemium, à des marchés matures où les gens comprennent facilement la valeur de ce que va amener ce logiciel. Voilà pour ces exemples. Et j'en ai fini, donc je suis prêt à prendre vos questions. Hein. Donc j'ai fait les 20 minutes comme j'avais dit. Donc maintenant, si vous avez des questions, je suis prêt à y répondre. Pendant que vous réfléchissez à vos questions, je parle un peu de Route to Business. Hein. Route to Business, donc on va proposer des formations sur la stratégie de commercialisation du SaaS, et notamment cette formation qui est une action collective de l'OPCO Atlas qui s'appelle Stratégie Marketing pour les éditeurs de logiciels. Vous avez le lien vers le programme. Et puis une autre formation qui est assez nouvelle chez nous, hein, ça fait 1 an, et c'est une formation que j'ai mis là, hein, qui parle de stratégie de commercialisation, qui est sur le gross marketing pour les éditeurs SaaS. La différence entre gross marketing et communication marketing ou communication digitale, c'est que le gross marketing ne s'intéresse pas uniquement à l'acquisition de leads. Le gross marketing s'intéresse à tous les aspects, c'est-à-dire à l'acquisition non seulement de leads, mais de clients, à la rétention de ces clients, à la partie revenus et mise en œuvre et fonctionnement de cette stratégie de commercialisation dont on vient de parler, etc. Voilà. Et également, sur notre marque Sales Drive, on propose des prestations d'accompagnement spécifiques aux éditeurs SaaS. Alors, est-ce que vous avez des questions? Je ne vois pas de questions pour le moment. Allez-y, n'hésitez pas. Nous avons un peu de temps. Peut-être aller un peu vite sur certains sujets. Mais bon, c'est le format du webinaire qui m'impose la vitesse. Je patiente 2 minutes pour voir si vous avez des questions, sinon je clôturerai ce webinaire. Alors, j'ai une première question qui est arrivée. Est-il intéressant de faire un prix d'appel et des modules payants ensuite? Oui, c'est intéressant, hein, c'est tout l'objet du packaging. Hein. Faire un prix d'appel, alors, j'aime pas trop cette application de faire un prix d'appel, hein, parce que l'achat d'un service numérique, du SaaS, se fait pas sur le prix, hein, mais se fait sur la valeur. Donc, est-il intéressant de faire un prix d'appel, une offre d'appel, oui, une offre d'appel, mais il faut vraiment que cette offre apporte de la valeur, hein, c'est-à-dire qu'il y ait un résultat que le client est capable d'atteindre avec cette offre, et des modules payants ensuite, et des modules donc, où on va payer ensuite. Et c'est vraiment un peu toute la stratégie de commercialisation et du SaaS est là, hein, c'est-à-dire qu'on essaie de rentrer par une petite porte chez un nouveau client pour s'élargir ensuite avec des modules payants. Voilà. J'espère en répondre à votre question. Pas de questions. Merci d'avoir mis en avant la société Fizly, Benjamin. Oui, effectivement, j'ai mis en avant la société Fizly, qui a un packaging qui me semble très approprié et qui n'a pas de freemium ou de période d'essai, mais qui fait payer ses clients d'entrée. Mais
qui demande un investissement qui est moindre pour prouver sa valeur. Est-ce que vous avez noté un pattern pour les clients qui passent de prem en SaaS avec le même vendeur? Ou comment upseller on-prem vers SaaS? Faire évoluer ses clients du on-prem vers SaaS, ça peut être compliqué parce que s'il est on-prem, ça veut dire qu'il a un système d'information, donc il a des gens qui s'en occupent, et que passer dans le SaaS, on va minimiser l'importance et on va se passer. Donc, en fait, quand on va dans le SaaS, bien sûr qu'on va essayer à un moment donné de faire évoluer ces clients qui sont on-premise vers le SaaS, mais ça ne doit pas être une priorité. Vraiment, l'objectif d'aller vers le SaaS pour un client on-prem, pour un éditeur qui au départ est on-prem, c'est d'aller conquérir de nouveaux clients, d'aller adresser de nouveaux segments, d'aller conquérir plus facilement de nouveaux clients. Et on se pose la question, dans un deuxième temps, comment faire évoluer, bien sûr, parce qu'on ne va pas maintenir ces versions on-prem. Mais c'est une question qu'on se pose dans un deuxième temps, généralement, dans cette stratégie de conversion. Donc, c'est pas facile, c'est pas facile, parce que les gens qui sont on-prem, c'est qu'ils ont mis en place un certain nombre d'intégrations avec leurs autres logiciels, etc., etc. Donc, c'est au cas par cas que ça se travaille, ça. C'est au cas par cas que ça se travaille et ça se fait petit à petit vraiment avec du temps, quoi. Donc, j'ai pas de règles bien établies sur ce sujet-là. Il faudrait que j'en sache un peu plus sur votre application. Merci, Claude. Question, comment basculer d'une offre licence à une offre SaaS? C'est d'un point de vue, éditeur. Alors, j'ai répondu du point de vue client, comment faire évoluer les clients de logiciels on-premise vers une offre SaaS avec le même vendor, avec le même prestataire. Là, je prends la question comment basculer d'une offre licence à une offre SaaS. Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, mais il y a une réflexion à avoir, c'est-à-dire que la première des choses à avoir pour l'éditeur, c'est une réflexion vraiment marketing, c'est-à-dire pourquoi je vais vers une offre SaaS. Quels sont mes objectifs business d'aller vers une offre SaaS? Est-ce que c'est de rester sur la même cible, mais de faciliter l'accès à cette cible? Est-ce que c'est d'aller chercher de nouveaux segments de clients, d'élargir ma cible et d'aller chercher une nouvelle cible? Est-ce que c'est, voilà, c'est vraiment se poser la question, c'est quel est mon objectif en fonction de mon marché d'aller vers une offre SaaS? Et à partir de là, on définit cette proposition de valeur SaaS qui va être différente de cette proposition de valeur qu'on avait sur on-premise, et notamment contenir ces services métiers dont je parlais tout à l'heure, et l'offre, et après, il va falloir changer un certain nombre de process à l'intérieur de l'entreprise. C'est un travail complexe d'évoluer pour un éditeur de logiciels du on-premise vers le SaaS, souvent minimisé par les éditeurs, mais qui nécessite vraiment une réflexion profonde sur l'ensemble des processus importants de l'éditeur. Voilà, je ne peux pas me permettre d'aller plus loin dans ma réponse, mais est-ce qu'on entend une augmentation de la marge? Vous avez fait... Est-ce qu'on s'attend à une augmentation de la marge? Avez-vous une idée des targets raisonnables? Exemple, plus 5%, plus 10%. C'est très difficile à répondre à votre question. Forcément, on s'attend à plus de scalabilité. Le SaaS doit amener plus de scalabilité. C'est-à-dire que conquérir et intégrer un nouveau client doit coûter moins cher à l'éditeur avec le SaaS. Doit coûter moins cher à l'éditeur avec le SaaS. Et donc, en fait, ce n'est pas comparable. C'est-à-dire que c'est vraiment, le modèle n'est pas comparable. Le modèle licence, je rappelle que le modèle licence,
on demande un investissement à un client. Il achète un droit d'usage avec le modèle licence. Et puis, éventuellement, il achète une maintenance ensuite qui correspond à 15 à 25% du prix de la licence. Sur le SaaS, on va avoir un abonnement ou à l'usage, mais plus souvent un abonnement. Et là, cet abonnement, le modèle est totalement différent. Donc, c'est très difficile de comparer les marges. On va avoir moins d'efforts pour intégrer le client, mais on va avoir plus d'efforts pour suivre le client ensuite. C'est-à-dire que cette fonction Customer Success va vous coûter va coûter de l'argent, hein, et il va falloir la faire. Elle est extrêmement importante pour justement conserver nos clients, hein, qui n'ont pas investi, qui n'ont pas mobilisé de l'argent, etc., donc qui sont plus volatiles, et pour aller vers une offre un peu plus large. Voilà. Donc, c'est difficilement comparable en termes de marge. Je pense que la scalabilité du modèle SaaS doit amener à faire des marges plus importantes, mais ça va prendre un certain nombre de temps. Les investisseurs vont privilégier les solutions SaaS ou ASP. Alors, les investisseurs vont privilégier les solutions SaaS par rapport au on-premise. C'est évident parce que ce qui privilégie les investisseurs, c'est la récurrence du revenu. Hein. C'est-à-dire qu'une entreprise SaaS est une entreprise qui a capacité à avoir 100% de récurrence de ses revenus, c'est-à-dire une visibilité. Et donc, ils vont privilégier. À ASP, on est toujours sur le modèle d'abonnement à ASP, donc c'est à peu près pareil. Mais ils vont quand même privilégier les solutions SaaS par rapport à la scalabilité qu'on a dans le SaaS que l'on n'a pas dans l'ASP. Hein. Voilà, la scalabilité du modèle. Écoutez, je crois que j'ai répondu à toutes les questions. S'il n'y en a pas d'autres, je vais clôturer ce webinaire. Je vous remercie de votre participation active. Et je vous dis à bientôt pour un prochain webinaire. Je vous souhaite également un excellent appétit. À bientôt.